Oui, je crains l'excès de zèle, je crains la paresse intellectuelle qui fait que ça fait tellement longtemps qu'on mesure. Évidemment, le problème, c'est le temps. Ce n'est pas les dépenses vives liées à la FOAD, c'est le problème de la rémunération pendant le temps de travail. Si ça ne se passait qu'en dehors du temps de travail, comme ce dont on parlait ce matin, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que le texte de loi, pour nous, implique une approche forfaitaire du temps et que les services de contrôle ne comprennent pas bien ce que ça peut vouloir dire, une approche forfaitaire du temps. Pour nous, c'est l'organisme de formation qui, au moment où il établit son programme, dit aussi, en moyenne, combien de temps ça doit prendre. Et sur ce « en moyenne », c'est là où on commence à discuter. Parce que, évidemment, l'un des mérites de la FOAD, il y a des gens plus lents qui peuvent mettre plus de temps et des gens plus rapides qui peuvent mettre moins de temps. Nous, on est pour qu'on considère tout ça sur la durée forfaitaire prévue au programme et qu'on n'aille pas, d'une manière ou d'une autre, essayer de mesurer le temps réel de chaque personne. Alors, c'est quand même pas facile, hein. Oui, alors Jacques, justement, nous voulions aborder ces sujets avec Sabrina et peut-être avant de me tourner vers Sabrina concernant justement les pièces à produire auprès d'un OPCA, peut-être rappeler quelques principes posés par la loi et ensuite par son décret d'application concernant la formation ouverte et à distance. Tu l'as rappelé, il a fallu des démarches pour que le Code du travail se saisisse de cette spécificité et après un bref aller-retour, puisque la loi de 2002 avait déjà fait apparaître la formation ouverte et à distance dans le Code du travail. L'ordre dite de simplification avait considéré que ce n'était pas la peine de marquer dans la loi et dans le Code du travail des mentions spécifiques, parce que une prestation de formation ouverte et à distance est fondamentalement une action de formation. Alors le législateur 2014 reconnaît que ce n'est pas si anodin que cela de mentionner tout ça au niveau législatif, et donc grâce à la loi du 5 mars, les principes sont posés. Donc je voudrais les rappeler parce que ce que tu viens d'évoquer, la notion de forfait, la notion de temps estimé, c'est le terme utilisé par le législateur, donc de la nouvelle écriture de l'article 6353-1 du travail, effectivement maintenant figure en toutes lettres et il s'impose donc à tous les gestionnaires de prise en charge de la formation professionnelle. Alors, rapidement, la loi est allée donc assez loin sur, je dirais, la prise en compte de la réalité de aujourd'hui, puisque la formation ouverte à distance apparaît du fait qu'elle peut être en tout ou partie à distance, c'est important. Donc le multimodal le terme n'est pas utilisé par le législateur, mais il est inclus dans cette définition du tout en à distance, et surtout l'élément le plus important, c'est que ça peut être le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement. Donc nous sommes là sur ces parcours de formation avec des temps de travail asynchrone, avec des temps de travail en solitaire, et tout ça devant s'inscrire dans un programme, et c'est l'élément fondamental qui est donc retenu également, donc le troisième élément de la définition. Et ce programme, effectivement, doit mentionner des éléments spécifiques parce que, effectivement, il est souhaité que le prestataire estime le temps des différents travaux à réaliser, la nature de ces travaux. Et tout ça, donc, naturellement, donne lieu à une production assez précise de la pédagogie mise en œuvre dans le cadre de la formation à distance. Mais nous le verrons, ces dispositions, on peut en voir trace également dans le décret sur la qualité, mais j'anticipe sur le deuxième thème de cette communication. L'élément ensuite très fort, ce sont les éléments de suivi, les modalités de suivi et d'évaluation. Et là, le décret d'application nous apporte quelques éclairages supplémentaires. Et puis enfin, les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance pédagogique et technique mis à disposition du stagiaire, puisque cette pédagogie repose sur
un jeu avec la distance et un outillage qui peut être varié. Donc voilà, on a ce cadre. Première lecture possible de ce cadre, naturellement, c'est à l'intention des prestataires. Ces prestataires qui voudraient faire de la formation à distance. Donc, le premier usage de ces dispositions est tourné vers les prestataires, mais ensuite, naturellement, ce sont des éléments qui seront à interpréter par les financeurs qui chercheront à vérifier si les conditions de la FOAD sont bien réunies quand ils prennent en charge une prestation de cette nature. Alors, aujourd'hui, effectivement, VAOPCA, 26 fonds GESIF, des pratiques de prise en charge diverses et variées, mais bon, il n'y a pas que le financeur OPCA, il y a aussi le financeur entreprise. Alors, il semblerait que ça soit plus facile d'obtenir des prises en charge des entreprises, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la disparition de ce qu'on appelle l'imputabilité, la disparition de la contribution minimale obligatoire des entreprises pour leur budget de formation, le fameux 0,9, on a vu s'ouvrir comme ça un espace de liberté, puisque les services de contrôle n'embêteront plus les entreprises sur ce qu'on appelle aujourd'hui le financement direct. Les pratiques des OPCA, effectivement, encore aujourd'hui, nécessitent certainement de l'harmonisation, voire de la standardisation. Je crois que c'est ce qu'expriment beaucoup de prestataires de formation ouverte et à distance, parce que c'est loin encore d'être maîtrisé par l'ensemble de ces financeurs. Alors là-dessus, Sabrina, je crois que vous avez une expérience, vous avez été aussi sollicité par des prestataires qui avaient des difficultés concernant les prises en charge par certains OPCA. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Sachant que, en rebond par rapport à ce que vous venez de dire, Jean-Philippe, il y a un point qui me paraît quand même très important pour les prestataires de formation, c'est quand même de vous rappeler que vous, en tant que prestataire, même si vous avez des actions de FOD qui n'ont pas vocation à être prises en charge par les OPCA, dès lors que ces actions, vous les déclarez dans votre bilan pédagogique et financier en tant qu'organisme de formation déclaré, vous avez bien toujours la même obligation de devoir démontrer que ce sont bien des actions de formation anciennement imputables, désormais éligibles, bref, quel que soit le terme, l'exercice de style pour vous reste exactement le même. Donc il est essentiel pour vous que, j'ai envie de vous dire de façon peut-être un peu pragmatique, vous alliez sur le site de Légifrance pour commencer par vous imprimer les 3 articles sacro-saints qui vous concernent, désormais codifiés, Code du travail. Le premier article que vient de citer Jean-Philippe, qui est l'article L 6353-1, partie législative du Code, qui vient effectivement reconnaître l'action de FOD comme étant une action de formation à part entière, et précise les mentions à faire figurer dans le programme qui viennent d'être rappelées, et puis les 2 articles réglementaires qui sous-tendent et viennent préciser cet article, qui sont les articles R6353-3 et -4. Je vous les cite parce que d'abord, ces textes-là, ce ne sont pas les textes l'apanage des juristes, des avocats conseils que nous sommes. Je pense que plus vous, en tant qu'acteur, prestataire de formation, vous êtes agile sur ces textes-là, vous vous les appropriez et mieux vous serez en capacité quand même à terme de mettre en place des process et de faire en sorte que ma foi, vous avez un bilan pédagogique et financier qui est conforme à votre activité, à tout le moins, autant que faire se peut, et que vous êtes effectivement en vigilance active sur les types de pièces justificatives à devoir désormais produire et mettre en place. Alors, effectivement, ce travail de réflexion qui est mené actuellement sous l'égide du FPSPP, avec la participation de la DGEFP, et c'est un groupe de travail qui a été mené à l'initiative du FOD, et on l'en remercie parce que c'est tout à fait indispensable, nécessaire, sachant que cette circulaire de 2001, qui n'a a priori pas vocation à être modifiée par l'administration, c'est ce que nous avait communiqué la DGEFP, elle avait le mérite quand même d'être assez détaillée, assez éclairante sur la position de l'administration. Évidemment, elle n'avait pas du tout la même portée juridique que les textes réglementaires désormais, mais comme vous le disiez effectivement Jacques, les textes réglementaires sont encore assez imprécis. On ne sait pas précisément aujourd'hui ces fameuses pièces justificatives. D'où ce groupe de travail qui a vocation en fait à déterminer une sorte de position commune
présenté par le FPSP à l'ensemble des directeurs généraux d'OPCA pour leur dire voilà la position communément partagée, même s'il n'y a pas de force juridique probante en tant que telle, par les acteurs, et notamment le FPSPP et la DGEFP, et demander aux OPCA de bien vouloir s'aligner ou du moins en prendre compte dans les règles de prise en charge qu'ils vont, si ce n'est pas déjà fait, devoir déterminer pour fixer leurs nouvelles règles du jeu sur les règles de prise en charge des actions de FOD. Ce qu'il se dessine à date, c'est plutôt d'aller vers un processus d'attestation d'assiduité. L'idée, c'est de dire, c'est pas parce qu'on est dans une action de FOD qu'il faut forcément que le prestataire, à chaque fois qu'il y a une prise en charge OPCA, il arrive avec son wagon, ses kilos de travaux réalisés à distance par le collaborateur ou le stagiaire, et les évaluations. On reviendrait un peu en arrière alors qu'on parle de la digitalisation et de la modernité de nos pratiques d'apprentissage. C'est vrai que c'est pas très sexy ce qu'on raconterait là. Donc l'idée, c'est de dire justement, plutôt que de devoir être dans un processus très contraignant et très lourd, où de toute façon ce ne sera pas la mission des OPCA d'aller vérifier systématiquement le contenu et la réalité matérielle de ces travaux qui sont demandés aux stagiaires, l'idée c'est que à chaque demande de prise en charge, le prestataire de formation produise la convention de formation ou la facture qui en tient lieu, avec évidemment les mentions obligatoires requises, mais ça c'est pour toutes les actions de formation, qu'on soit en FOD ou pas, le programme pédagogique qui comprend l'ensemble des mentions obligatoires pour toute action de formation, là on est dans le droit commun, plus les 3 mentions spécifiques qu'a rappelé Jean-Philippe, spécifiques aux actions de FOD, qui doivent être contenues et précisées dans le programme pédagogique, et notamment l'indication qui est quand même pas neutre, parce que c'est une condition de forme, mais elle est impactante parce qu'en fait cette condition de forme qui consiste à préciser dans le programme pédagogique la nature des travaux demandés aux stagiaires et la durée estimée pour les réaliser, ça c'est quelque chose de tout à fait spécifique et inédit parce qu'on n'en demande peut-être pas autant aux actions quand elles sont réalisées en face-à-face pédagogique. C'est un peu moi en tant que juriste un peu extérieur, de mon regard de juriste, c'est un peu le contrepoint, le contre-coup de cette reconnaissance législative qui est tout à fait vertueuse et salutaire, des actions de FOD qui sont une modalité pédagogique à part entière. Et très vite, on a fait re-rentrer les juristes par la fenêtre parce qu'on a un peu verrouillé le machin en allant vous mettre des contraintes qui dépassent un peu le droit commun là pour le coup. Parce que du coup, quand on est en FOD, il faut forcément qu'il y ait un travail réalisé par le stagiaire lui-même. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est dans un cours traditionnel qui dure 1 jour, 2 jours, ma foi, que sais-je, quelques jours dans une salle de formation. Donc l'idée, c'est convention de formation, programme pédagogique et attestation d'assiduité. Dans l'attestation d'assiduité, l'idée, c'est que l'organisme de formation déclare, évidemment sur l'honneur, qu'il a bien connecté à distance et qu'il a bien accompagné le collaborateur à réaliser tel et tel travaux. Et dans l'attestation d'assiduité, alors là, est-ce qu'il y aura un modèle ou pas mis en place, travaillé sous l'égide du FPSPP? À mon sens, ce serait salutaire, mais ce sera peut-être dans un second temps. L'idée, c'est qu'évidemment, l'organisme de formation déclare et décrive à minima quand même s'il y a eu des travaux réalisés, la nature des travaux et s'il y a eu évaluation sur chacun des travaux réalisés durant la période la période, si on est dans le cadre d'un parcours de formation avec des jalons, ça peut être autant d'attestations d'assiduité qu'on a des périodes qui constituent le parcours de formation, ou sinon une seule attestation d'assiduité pour le module de FOD qui peut faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCA. Bien évidemment, l'attestation d'assiduité, dites-vous qu'elle a la même nature, la même portée que l'attestation de présence. Autrement dit, en cas de contrôle des agents de la directe, bien évidemment, l'attestation d'assiduité ne suffira pas. L'idée, c'est de vous faciliter la vie et fluidifier vos relations avec vos financeurs, que sont les OPCA. Évidemment, si le modèle est vertueux, l'idée, ce serait de l'étendre et d'espérer que les autres financeurs, notamment publics, en prennent partie et reprennent un peu les mêmes idées, les mêmes process de fonctionnement. L'idée, c'est de vous faciliter la vie dans votre quotidien. Pour autant, c'est pas de vous alléger par rapport aux contraintes. Autrement dit, attestation d'assiduité, c'est très bien. En cas de contrôle, il faudra être en mesure, pour le coup, de sortir les wagons. Les wagons, c'est ouvrir les bibliothèques, les armoires. Alors, je suis désolée, je parle de façon un peu pas très moderne, digitale, mais ouvrir les bases de données et être en mesure de démontrer effectivement la nature des travaux effectivement réalisés par les stagiaires et la façon dont vous les avez évalués. Tout aussi, évidemment, multimodale et moderne que soit-elle.
Voilà. C'est-à-dire pendant combien d'années? Ah oui, la durée de conservation de ces données, c'est du droit commun, si j'ose dire. On a un délai de prescription de l'action publique sur vos activités de formation qui sont de 3 ans plus l'année en cours. Donc ma recommandation, c'est de vous dire au moins 4 ans. C'est un minimum, cette durée de conservation des données. Au moins 4 ans. Si vous êtes sur des actions de formation spécifiques qui peuvent faire l'objet notamment d'un cofinancement, notamment du FSE, c'est 10 ans. 10 ans. 10 ans. Est-ce que vous voulez qu'on prenne quelques questions avant de passer au deuxième point? Je t'entends pas, Jean-Philippe. T'as dit oui. Oui, sauf que je t'entends plus, Jean-Philippe. J'ai un souci là. Plus. Comment? Oui, j'entends plus Jean-Philippe. Et par contre, il faut qu'on réentende Jean-Philippe. Hein. Oui. Parce qu'on vous entend plus. Bonjour, voilà, dans le cadre d'une de mes formations, j'ai une formation à 47% en FOAD portée par une plateforme Moodle. Ouais. Je suis et j'ai chaque année des financements au PCA aussi. Et pour l'instant, je leur fournis, donc sur la plateforme Moodle, il y a un petit plugin qui est capable en fait de mesurer le temps de présence de l'ensemble de mes stagiaires quand ils vont travailler sur la plateforme. Je fournis ce document-là à mon OPCA et ça leur suffit pour pouvoir me financer les heures. D'accord. AGFOS. AGFOS, c'est très bien. Est-ce que s'il y avait un contrôle... Ça ne suffira pas. Voilà. Je vous le confirme. Si, puisque là, ça fait 3 ans maintenant que l'on fait ça, tous les ans, c'est moi qui développe la plateforme. Dans les premières plateformes d'essai, j'ai en fait tout simplement refait d'autres plateformes, gardé une archive de la plateforme mais pas fonctionnelle. Je serais donc obligé de remonter les plateformes des années précédentes, de rééditer, d'imprimer tous les travaux des élèves pour pouvoir les fournir à la directe. Potentiellement oui en cas de contrôle. Oui. D'accord. Et donc dans ce que vous préconisez, est-ce que ce genre de compteur sera encore valable ou est-ce que le fameux certificat d'assiduité le remplacera obligatoirement? Est-ce que je peux m'entendre avec mon OPCA et du coup tout le monde est content et ça peut continuer comme ça, ou est-ce qu'on sera obligé de toute façon de changer les choses? Non, alors pas du tout. Là, en plus, je vais être très franche avec vous, d'autant que, en plus, je suis juriste. Donc, ce que je vous dis là, ce sont des réflexions en cours, en guide de bonnes pratiques, qui n'auront de toute façon aucune valeur juridique. Ça, c'est important. Déjà, la circulaire de 2001 n'avait qu'une valeur interprétative, mais communément partagée par tous, mais elle n'était qu'à valeur interprétative. Ceci étant dit, globalement, les agents de la directe, dans le cadre de contrôle, suivaient largement les préconisations de la circulaire, mais elle n'était quand même pas opposable au juge. Mais ce que je vous dis là, c'est encore moins qu'une circulaire. Voyez-vous, c'est vraiment une sorte de guidelines en type bonne pratique proposée, qui aurait vocation à être proposée par le FPSPP à l'ensemble des OPCA. Donc bien évidemment, si un OPCA, et notamment les OPCA interpro, décide d'avoir une position différente, qui consiste à dire, nous on considère que, ma foi, les pièces justificatives, si c'est des relevés de temps de connexion plutôt qu'une attestation d'assiduité, ça nous va bien, très bien. Et que ça correspond à votre pratique actuelle, très bien. Sachez qu'en revanche, ça ne suffira pas en cas de contrôle. En fait, moi, mon point de vigilance, il est de vous dire, et ça, du coup, on en viendra au deuxième sujet de la qualité, peut-être de façon indirecte, ne vous y méprenez pas. La réforme, c'est une grande ouverture pour la FOD, et ça peut être une opportunité pour tout un tas de raisons, pour un certain nombre d'acteurs. Attention quand même d'un point de vue réglementaire sur votre activité dès lors que vous êtes et que vous êtes aujourd'hui encore ou demain organisme de formation déclaré, vous avez toujours les mêmes responsabilités à devoir endosser et à devoir justifier, même si vos actions ne sont pas prises en charge par les OPCA, même si vos actions ne sont plus imputables fiscalement sur la participation légale des entreprises au développement de la FPC. Pour autant, vous, en tant qu'OF, vous avez un bilan pédagogique et financier à produire chaque année. Si les actions que vous déclarez, les produits et les charges que vous déclarez ne sont pas rattachables à votre activité d'OF, vous êtes potentiellement dans la cible et potentiellement, je vous le dis parce que moi c'est mon quotidien, en tant que conseil, ça va vite, ça chiffre très vite et on s'en dépatouille assez mal de ces contrôles administratifs. On s'en sort généralement pas très bien. Et on s'en sort pas très bien alors même qu'on est, encore une fois, un organisme de formation qui vend de la formation et non pas
un salon de coiffure qui a fait financer ses shampoings par un OPCA. Et là, ces dossiers-là, pour moi, on n'est pas dans le même univers. Et c'est voilà, je vous le dis parce que ça peut arriver. Oui. Vas-y, Jacques. Oui, non, moi ce que je voulais dire, c'est que la forme que normalement va prendre la réponse de l'administration à nos questions, à nos pressions, etc., ça n'est hélas pas une circulaire, mais ça risque d'être tout simplement une foire aux questions dont les réponses seront validées par l'administration. Ce qui montre les limites du genre, comme vient de le dire Sabrina. Jean-Philippe, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je pense que il est important d'avoir toujours en tête cette responsabilité qui découle de la déclaration d'activité, qui découle des engagements qui sont pris par tout prestataire de formation, respecter donc les obligations qui nous incombent. Il y a donc deux sujets, me semble-t-il. Il y a le sujet de avec le financeur, et c'était un peu le premier thème que je lançais. Et effectivement, si avec le financeur les perspectives d'évolution se dessinent et le témoignage qu'on a entendu révèle qu'effectivement il est assez facile excusez-moi, le téléphone sonne, on va le laisser te raccrocher tranquillement, prends ton temps. Voilà, donc si du côté des financeurs ça bouge et les expériences montrent que ça se passe de mieux en mieux, reste après ça la question du contrôle. Alors sur la question du contrôle, j'aurais tendance quand même à dire que c'est vrai que ça pose la question des archives, ça fait beaucoup d'administratifs, mais je dirais que c'est le cahier des charges qui vous est imposé. Je ne suis pas certain qu'on puisse un jour voir disparaître ce cahier des charges, à moins qu'un jour on considère que la formation continue n'a plus à être réglementée. Mais puisqu'on est sur une activité réglementée, je crains que ça reste en longtemps le périmètre de vos obligations. On prend une deuxième question peut-être et après on passe au deuxième thème. C'était une remarque complémentaire par rapport à l'observation que vous faisiez. Si vous arrivez effectivement à justifier d'un tracking de 47%, c'est bien, mais souvent, comme on a des temps de formation en dehors de la plateforme, après des connexions, parce qu'on relie un document ou parce qu'on va faire une recherche ailleurs ou qu'il y a un prescrit, on a là une autre difficulté à justifier. Le tracking en lui-même ne suffit plus. Et cette partie-là, pour l'instant, en tout cas dans nos relations avec AGFOS, elle n'est pas prise en compte. C'est-à-dire ils prennent la partie justifiée par le tracking, mais pas les travaux en dehors de la plateforme pour l'instant. Une autre précision ? Alors, sachant que de ce point de vue-là, les OPCA eux-mêmes sont invités quand même à revoir un peu leur doctrine, entre guillemets, parce que là, pour le coup, et ça c'est à mon sens une vraie innovation du législateur qui a entendu... quand même un peu en partie la voix du FOD, c'était de dire ce qu'on codifie au passage, c'est on reconnaît certes la FOD comme une modalité pédagogique à part entière, mais on reconnaît aussi le fait qu'une action de FOD, elle peut être estimée. C'est ce que disait Jacques tout à l'heure. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est intéressant. L'administration avait indirectement posé une petite première pierre à l'édifice par sa circulaire de 2001 en préconisant l'établissement de protocoles individuels de formation. Alors, ça paraissait, certes, formalisme administratif lourd. Mais c'était intéressant parce que le raisonnement, c'était de dire il faut établir un protocole individuel de formation, notamment quand les formations sont d'une durée estimée forfaitaire et donc qu'elles ne font pas l'objet d'un relevé de temps de connexion systématique. Je trouve l'idée intéressante à plusieurs titres. D'un point de vue proprement juridique et là assez travailliste, je vous avoue que la notion de durée forfaitaire, elle est intéressante à plus d'un titre et notamment parce que la FOD s'accommode mal de notre durée du travail. Si on part sur des relevés de temps de connexion et qu'on se rend compte, a posteriori, que les stagiaires... Alors me direz-vous, c'est un peu moins votre sujet, vous, en tant qu'OF, mais c'est la préoccupation principale de vos clients. Quand vous allez leur envoyer des relevés de temps de connexion, avec des connexions où on se rend compte que finalement, il y a eu du temps de travail, mais parfois il y a eu du hors-temps de travail, parce qu'il y est retourné à 2h du mat' s'il n'arrivait pas à s'endormir. Là, on est mal. Parce qu'en droit du travail, tout temps de formation, désormais, mérite soit salaire, soit indemnisation.
allocation de formation en dehors du temps de travail. Alors me direz-vous maintenant, dans le cadre du CPF, on a créé une petite poche là, spécifique où il n'y a même plus d'allocation de formation en dehors du temps de travail. Mais indépendamment de ce dispositif-là spécifique, ce départ en formation spécifique, rappelons quand même que dans le cadre du plan de formation d'une période de pro, toute formation en dehors du temps de travail est indemnisée et fait l'objet d'une allocation de formation que doit verser l'employeur à son salarié. Alors me direz-vous, là encore, en plus, je ne parle que des salariés et pas la situation des demandeurs d'emploi, mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même un sujet sur cette notion de durée. J'ai deux petites précisions à vous demander. Première précision, en cas de contrôle de l'administration, combien d'années en arrière on peut revenir? Et deuxième précision, toujours en cas... 3 ans. 3 ans. Oui, c'est comme les contrôles fiscaux, quoi. Ouais, ouais. Donc, et la deuxième question, c'est quelle trace est sûre à coup sûr, quoi, parce que vous avez l'air de dire qu'en cas de contrôle, on s'en sort rarement indemne. J'ai déjà entendu ça aussi par d'autres sources. Et qu'est-ce qu'on peut conserver pour être sûr, enfin comme trace, pour être sûr de ne pas avoir de problème? Je me retourne vers mon co-animateur. Vous souhaitez répondre? Parce que je veux bien vous associer aux questions. C'est certainement plus facile d'interpeller la personne à la tribune qu'une image qui s'agite sur un écran blanc. Alors, le sujet n'est pas défini dans le détail dans le décret, et donc c'est d'où l'importance de ce question-réponse dont il a été question tout à l'heure. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a des travaux des OPCA sur ces des travaux qui ont conduit à aller vers une harmonisation des pratiques et des justificatifs qui permettront d'objectiver l'action de formation. Le temps estimé est un critère intéressant, mais après, il faut quand même raconter et être capable de tracer le processus pédagogique qui a été présenté dans le programme. Et donc, Sabrina a évoqué tout à l'heure le protocole. Ce protocole reste en filigrane dans le décret présent. Donc, je ne sais pas où vous en êtes sur vos apprentissages en matière de FOAD, mais je pense qu'il faut reprendre le vademecum produit par le FOD pour retrouver des sources d'inspiration concernant ces traces. Ce vademecum a servi aussi de base de travail pour les OPCA, et je pense que c'est cette doctrine qu'il faut reprendre et vous battre pour obtenir que le financeur vous paye sur cette base-là. Et puis, concernant le contrôle, je pense que Sabrina ne puisse pas vous annoncer que c'est une épreuve facile à franchir, mais c'est toute une question d'attitude aussi, un contrôle. Si vous considérez que vous avez la capacité en tant que spécialiste de la FOAD de dire à un inspecteur, un contrôleur de la formation continue qu'il se trompe sur ce sujet et que votre manière de faire est la bonne manière de faire, eh bien là effectivement vous inversez le processus et ça va forcément très mal se passer. Par contre, il nous semble que les inspecteurs et contrôleurs de la formation continue sont tout à fait prêts à entendre des explications qui permettraient de plaider la bonne foi de l'organisme de formation à partir du moment où le souci de vérifier que le travail qui était demandé dans votre programme a été réalisé. Si vous avez une attitude non formatrice, c'est-à-dire de non-contrôle et de suivi de ce programme, je pense qu'effectivement, là, le professeur l'inspecteur de formation professionnelle risque de voir très rouge. Donc, voilà, je pense qu'il y a certainement un juste milieu sur ce sujet. J'aurais tendance à dire que les prestataires qui pensent que la formation est une prestation anodine et qui n'attendent que de la machine les solutions pour résoudre les questions administratives, naturellement, à mon avis, se trompent de métier. Et je pense que le métier de formateur est un métier qui suppose quand même d'avoir une certaine déontologie vis-à-vis des élèves qu'on a accueillis. Jacques, je te passe la parole après la question de Leïla.
c'est pas forcément une question, c'est juste livrer en fait un témoignage. Je représente le conseil régional, le Centre Val-de-Loire. Nous avons mis en place un dispositif de formation à distance. En 2014, à titre d'exemple, on avait réalisé 110 000 heures de formation à distance, dont 74 000 sur le savoir lire et écrire. Mais nous étions dans la comptabilité du temps passé. Et donc, nous avions verrouillé. Pour moi, il fallait donner des gages de sécurité et de crédibilité sur ce dispositif à mes responsables, au service administratif, pour qu'ils puissent me suivre et accepter de financer un dispositif de formation à distance. Donc nous avions obligé les organismes à travailler sur une plateforme dont nous étions propriétaires. Et par rapport au contrôle du service fait, on contrôlait sur la plateforme le temps, pas le temps passé sur la plateforme, mais le temps passé sur les ressources. Mais il se trouvait qu'il y avait des organismes de formation qui utilisaient des ressources extérieures, des ressources éditeurs, verrouillées, et ils pouvaient travailler, par exemple, un apprenant pouvait travailler 10 heures sur une ressource, et une fois qu'on cliquait pour essayer de savoir combien de temps passé, c'était 0 heure. Donc, on était dans des contraintes insupportables pour les organismes de formation et on voyait bien que ce dispositif, il risquait effectivement de mourir. Et puis la réforme de la formation à distance est venue et je remercie, si c'est le FOD qui a effectivement ramené cette réforme, je la remercie vivement, parce qu'on a travaillé avec les services administratifs et nous avions revu nos exigences administratives. Nous n'étions plus dans le temps, la comptabilité du temps passé, mais dans la nature des objectifs, le contenu, les moyens utilisés. Et donc, on a effectivement allégé le dispositif et on a appliqué la réforme. Et c'est vraiment extraordinaire pour les organismes de formation parce que, ils respirent en fait. Mais la difficulté actuelle des organismes de formation sur la FOAD, c'est les prescripteurs. C'est ceux qui n'ont pas encore compris la place de la formation à distance dans la formation des publics fragilisés. Pôle emploi ne sait pas encore ce que c'est que la formation à distance. Nous menons comment dirais-je, nous organisons même des événements pour ramener les prestataires organismes de formation à présenter le dispositif de formation à distance, mais Pôle emploi, non, il n'y a pas de prescription. Les missions locales, il n'y a pas de prescription sur la formation à distance. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudra que le FOD travaille comment ramener les prescripteurs à intégrer cette modalité de formation. Oui, ce que je voulais dire par rapport à ta déclaration, là, on ne peut être que d'accord avec toi. Nous, pour l'instant, nous nous sommes interdits d'intervenir auprès des OPCA ou de tous les prescripteurs tant qu'on n'a pas des textes un peu plus sûrs de la part des services de contrôle. Parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité de risquer de les mettre en difficulté. Alors, bien entendu, nous sommes, et Sabrina, je pense, est d'accord avec moi, on est dans le domaine des faisceaux de preuves. Et dans ces faisceaux de preuves, il y a effectivement les travaux qui sont définis dans les textes. Il faut pouvoir fournir les travaux. Effectivement, en présentiel, on ne vous demande pas ça. D'ailleurs, on ne vous demande pas... Non. Le système qu'on est en train de mettre en place pour la FOAD est infiniment plus sûr du point de vue du souci réglementaire que ce qui existe pour le présentiel. Parce que, franchement, la feuille de présence, elle garantit à peu près rien du tout. Il faut quand même nous-mêmes l'avoir bien en tête. Alors, une des craintes que nous avons aussi au FOD, c'est de tomber dans une mythologie technologique. Que la technologie va nous permettre de mesurer le temps passé en formation. Alors, la plus simple, mais il peut y en avoir des beaucoup plus sophistiquées, c'est le temps de connexion. Quiconque a suivi une formation ouverte et à distance sait bien que le temps passé devant l'ordinateur n'est pas significatif du temps passé en formation.
Il y a des moments où on se lève, il y a des moments où on regarde ailleurs, il y a des moments où on prend quand même un bouquin dans la bibliothèque. Il y a des, enfin, il y a, on n'est pas, il n'y a pas coïncidence entre le temps de formation et le temps de connexion. Et en plus, on ne garantit pas, sauf en mettant en place des moyens très sophistiqués, que c'est bien la bonne personne qui est derrière l'ordinateur. Puis alors là-dessus, on tombe dans toutes les technologies évoluées pour l'identification des personnes. Et là, on va arriver vite dans la paranoïa. Hein. L'iris de l'œil, le machin. Bon. Donc nous, on est vraiment très attachés à cette notion de forfait telle qu'elle apparaît maintenant dans la loi, et effectivement grâce à nous. Et il faut que ça passe dans la réalité. J'espère bien qu'on va gagner, mais c'est pas encore gagné à l'instant. Jean, tu avais une question ? En fait, j'ai une question parce que dans le cadre légal, le législateur a prévu que l'apprenant peut apprendre sans la présence de son formateur, sans la présence continue de son formateur. Donc, de mon sens, ça légitime totalement le concept d'auto-formation accompagnée. Et donc, il y a des temps de formation présentielle, il y a des temps de formation connectés à distance, et il y a des temps d'auto-formation accompagnée, où c'est l'apprenant qui va gérer lui-même son temps, avec des interactions avec son tuteur, avec son formateur, à distance ou en présentiel, parce qu'on peut aussi faire de l'auto-formation dans des centres de ressources. Donc, il faut absolument que, puisque le législateur a prévu qu'un apprenant adulte peut apprendre sans la présence de son formateur, ce que nous croyons depuis des siècles, je dirais, il faut absolument qu'on puisse valoriser ces temps. Et la manière de le valoriser, c'est de travailler sur le temps forfaitaire, que dans le protocole individuel de formation, on puisse préciser quels sont les temps où la personne sera en formation connectée ou pas, et les temps où elle sera en auto-formation, c'est-à-dire sous sa propre responsabilité, mais en interaction avec des suivis de tuteurs ou de formateurs. Oui, je voudrais dire là-dessus que bien que le protocole ait disparu des textes légaux, administratifs, nous préconisons de faire des protocoles chaque fois que vous le pouvez, parce que ça aussi c'est un élément. La position de l'apprenant est quelque chose d'important pour les services de contrôle. Et le fait d'avoir une signature de l'apprenant est quelque chose qui va dans le bon sens par rapport, ne serait-ce que par rapport à la bonne foi de notre démarche. Oui. Alors, je vois qu'on approche de 15 heures. Est-ce qu'il ne faut pas relancer la présentation des cadres législatifs et réglementaires générés par la réforme et faire un point sur le décret qualité, un décret qui, là, tous les prestataires de formation potentiellement à partir du moment où ils travaillent avec les principaux financeurs de la formation continue et au premier desquels les fameux OPCA et OPACIF. J'insiste bien sur cette dimension parce que même si naturellement ça laisse là encore planer une obligation de qualité indirectement sur tous les prestataires de formation, puisque potentiellement tout prestataire de formation peut avoir des relations financières avec un OPCA ou Pôle emploi ou une région ou la GFIP. Le texte n'est pas allé jusqu'à étendre cette obligation de contrôle de la qualité sur les entreprises. Donc attention sur ce point. Et ce qui est important à bien repérer, c'est la manière, là encore, où le législateur a posé le principe et surtout comment le décret l'a récupéré. Le décret nous a repris le périmètre de l'obligation, donc centré sur les principaux financeurs. Il a défini des critères, les fameux critères qualité, mais il a ajouté derrière ces 6 critères qualité le respect des obligations légales et réglementaires d'organismes de formation. Et ça, il faudra naturellement ne jamais l'oublier. C'est ce que l'on disait tout à l'heure avec Sabrina sur la déclaration d'activité et le bilan pédagogique et financier. Tout ça, c'est le signe que vous prétendez faire de la formation continue. Donc, vous avez à respecter les règles de la formation continue. Donc, le décret
annonce des obligations pour les financeurs qui devront publier la liste des prestataires qui répondent aux critères qualité du décret. Et donc on voit bien l'effet affichage, l'effet visibilité que va générer ce décret qualité sur l'offre de formation qui donc à terme distinguera les organismes capables d'annoncer qu'ils figurent sur des listes d'organismes arrêtés par les financeurs de ceux qui n'y arrivent pas. Enfin, Jacques, tu évoquais le CNEFOP où tu sièges. Le CNEFOP est très attendu parce qu'il doit indiquer la liste des démarches de qualité qu'il entend suffisamment pertinentes pour justifier d'une présomption de qualité de l'activité par le prestataire qui s'est engagé donc, dans ces démarches qualité. Donc cette liste va être en cours d'élaboration et donc on attend avec impatience cet affichage également. Mais là encore, ça va dans le sens de distinguer dans l'offre de formation ceux qui sont rentrés dans des processus de démarche qualité de ceux qui n'y sont pas encore. Enfin, d'autres principes sont posés, le principe de cohérence financière, donc c'est pas du contrôle des prix, mais en tout cas les principaux financeurs sont invités à se pencher sur cette question du prix des prestations. Également, les financeurs informeront sur les méthodes et les critères qu'ils ont utilisés pour instruire les listes des organismes qualifiés donc de qualité. Et puis, comme par hasard, je serais tenté de dire, ce décret sur la qualité n'a pas pu s'empêcher d'ajouter des dispositions relatives au contrôle attendu des OPCA et des OPACIF, et on voit bien là se dessiner un déplacement de la responsabilité, ou plutôt une chaîne de relations entre les services de contrôle et les OPCA qui apparaissent dans le texte comme une sorte de vigie sur la recherche d'éviter les dérapages, les détournements de fonds au titre de la formation continue. Les OPCA et les OPACIF ont donc des obligations de remontée d'informations vers les services de contrôle et surtout ont la possibilité de ne pas payer des prestations qui n'auraient pas été effectivement réalisées. Et alors, autre symptôme intéressant dans ce décret, c'est la première fois que, me semble-t-il, que des principes aussi importants sont posés avec un calendrier aussi souple, si je puis dire, puisque nous avons non seulement toute la fin de l'année, mais également toute l'année 2016 pour nous préparer à l'application de ces dispositions, puisque le décret annonce que le plus gros de ce décret ne sera applicable qu'au 1er janvier 2017. Donc un processus qualité sur lequel il faut se pencher, et justement concernant les critères qualité, si on se penche quelques instants sur la question de ces critères, on se rend compte que les rédacteurs du décret se sont appuyés sur la définition de l'action de formation, avec certainement aussi la préoccupation du stagiaire. Et donc ces 6 éléments reprennent donc les grandes idées de l'action de formation, donc des objectifs qui doivent donc être bien définis en fonction des publics visés, et donc les financeurs seront donc attentifs de vérifier que ces objectifs correspondent bien au public qui a suivi la formation. Également, les dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation du public sont aussi préconisés. Enfin, l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement de l'offre de formation, donc la qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la formation, la qualification des professionnels et même la formation continue de ces personnels en charge de la formation. Et enfin, les 2 derniers, donc les conditions d'information publique sur l'offre de formation, et également donc les prises en compte des appréciations rendues par les stagiaires sur le processus de régulation de l'offre de formation produite par l'organisme. Donc on voit bien que le décret s'appuie sur des fondamentaux de l'action de formation,
comme exigence de qualité, on voit bien que ce décret ne cherche pas à faire des financeurs, des contrôleurs de la pédagogie mise en œuvre. Il ne s'agit pas d'aller dans ce degré-là d'étoile et d'appréciation. Et là encore, il faut savoir que le Fonds paritaire de sécurisation additionnelle a organisé des groupes de travail en son sein afin que les OPCA et les FONGECIF aillent dans de directions l'application de ce décret. Tout d'abord, l'harmonisation des pratiques. Donc, plutôt que chaque OPCA invente dans son coin la méthodologie, eh bien, travailler ensemble sur ce qui se pratique déjà en matière de contrôle qualité par les OPCA. Il y a déjà des pratiques. Et le message qui a été annoncé au groupe de travail, vous êtes assis, c'est un message important, c'est un message dit de simplification. Donc, on va voir ce qui en découle. La crainte de Jacques tout à l'heure, c'était la bureaucratie, et effectivement, il y a des contraintes administratives, il y a des contraintes de garde d'archives de documentation, prouvant la réalisation de ces actions. Les travaux sont menés avec ce souci également donc, de simplification. Alors c'est encore un peu tôt pour vous annoncer les résultats de ces travaux. Ils sont en cours de validation. Les travaux sont normalement, on devrait avoir des informations au début de l'année prochaine, et on espère que tout ça sera connu à l'occasion de l'hiver organisé par Centre Info à Biarritz. Et donc, le calendrier s'accélère pour avoir des informations sur ces sujets. J'attire votre attention sur le fait que la question de la FOAD a été prise en compte. Et naturellement, sur la qualité, on retrouve des exigences du décret sur la formation ouverte à distance. C'est-à-dire que les fondamentaux sur l'assiduité, sur la manière dont est adaptée la pédagogie en formation ouverte et à distance a été prise en compte. Ça sera également donc un des critères observés pour apprécier la qualité des organismes de formation. Voilà, donc j'ai l'impression que grâce à ce décret qualité, on pourrait aussi avoir une démarche de simplification concernant la FOAD. Alors, est-ce qu'elle va aller jusqu'au contrôle dont on parlait jusqu'à présent? Je me pose la question, puisque vous voyez, le décret qualité investit les OPCA et les FONGECIF d'une mission de contrôle. Donc, je crois que le paradigme, là aussi, du contrôle de la formation continue est en train de changer. Beaucoup de paradigmes ont été modifiés très fort, et je pense que l'année 2016 sera une année de clarification sur ces sujets, et j'espère que le mot d'ordre de simplification restera bien le mot d'ordre qu'on constatera dans les productions attendues. Voilà, donc sur ce sujet, je crois que Sabrina, vous étiez sur une réflexion encore plus large sur ce sujet. Vous vous interrogiez sur est-ce qu'il est toujours pertinent pour un prestataire de s'inscrire dans le champ de la formation continue, hein, et est-ce que toute cette réglementation ne va pas faire fuir, et est-ce qu'il n'y a pas un ailleurs pour faire de la formation, et là-dessus, vous étiez intervenir sur cette question de la pertinence ou pas pour un prestataire de formation ouverte et à distance de maintenir sa déclaration d'activité. Oui, Jean-Philippe, moi je voulais ajouter une chose, peut-être pour faciliter la compréhension. La loi a donné aux financeurs de la formation professionnelle une responsabilité de contrôle de la qualité. C'est déjà quelque chose d'assez, qui peut paraître naturel, mais qui en fait, au niveau des moyens de le faire, n'est pas si simple. D'autant plus qu'à la différence des contrôleurs de l'État, les OPCA, par exemple, sont des structures privées
dont les droits vis-à-vis des organismes de formation sont très limités. Ils n'ont pas un pouvoir de force publique, si vous voulez. Et le but du décret a été de simplifier le travail pour ces financeurs. Et notamment avec ce deuxième article qui permet, si on est certifié par un organisme agréé par le CNEFOP, d'être réputé a priori de qualité. Le but de ce décret, c'est vraiment de faciliter les choses de façon à ce qu'on n'ait pas besoin, les OPCA et autres conseils régionaux, Pôle emploi, n'aient pas besoin, action de formation par action de formation, de s'engager quant à la qualité de la formation qui sera fournie. Et surtout, de risquer, en refusant une structure parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur qualité, d'avoir un contentieux derrière qui n'est pas évident. Enfin, faut rassembler des pièces pour pouvoir éjecter un organisme d'un dispositif sous prétexte qu'on pense qu'il va être de mauvaise qualité. Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, c'est une réelle avancée qui est tout à fait salutaire pour les prestataires de FOD, mais pour les prestataires de formation en général, parce qu'on va rentrer dans une logique effectivement de référencement sur la base de critères objectifs dits de qualité. Donc, on peut clairement se dire qu'on passe d'un niveau supérieur là. On a passé d'un cran la vitesse supérieure, parce que là, c'est pas un simple niveau de pure conformité réglementaire. On va au-delà, on va vraiment s'intéresser davantage à ce que c'est qu'une action de formation dite de qualité. C'est évidemment en lien, et ça fait écho à cette suppression de l'imputabilité fiscale des dépenses. On a beaucoup parlé dans d'autres cercles de qu'est-ce que c'était qu'une action de formation, quel était, comment mesurer le retour sur investissement de la formation, d'une action de formation dont on peut mesurer effectivement la qualité. D'un point de vue juridique et de façon un peu provocatrice, effectivement, on en avait parlé avec Jean-Philippe. Je pense que Jean-Philippe l'a bien souligné, c'est important. L'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif va prendre du temps, et ça c'est bien, parce que prendre la mesure du temps, ça permet d'éviter des goulots d'étranglement comme on a pu peut-être rencontrer avec le CPF. On a voulu absolument que ça démarre au 1er janvier 2015. Bon. Et donc là, c'est vraiment bien parce qu'on est sur un dispositif qui va démarrer, qui prend effectivement effet au 1er janvier 2017. Du coup, moi, j'ai envie de vous dire un peu, pas provoque, mais prenez le temps peut-être de vous reposer la question, vous, en tant que prestataire, en termes d'opportunité vraiment, de l'intérêt ou pas de maintenir votre déclaration d'activité. Alors, pour l'essentiel d'entre vous, évidemment, vous allez me dire, mais quel est le sujet? C'est un non-sujet. Évidemment que je veux maintenir ma déclaration d'activité, et même plus encore, je veux être référencé demain. Parce que j'ai tout un tas d'offres qui, potentiellement, pourront être financées par les conseils régionaux, par les OPCA, etc. Peut-être pour d'autres d'entre vous, vous aurez une offre qui, finalement, depuis peut-être un certain nombre d'années, rentrait dans votre déclaration d'activité, dans votre activité d'organisme de formation déclarée. Mais en réalité, à bien y regarder plus avant, c'était peut-être davantage une offre de service plutôt qu'une offre de formation. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à cette offre. D'un point de vue juridique, ce que je veux vous dire par là, et là où je veux vous sensibiliser, c'est que vous pourriez parfaitement être de bonne foi en considérant que votre offre, qui consistait à mettre à disposition des outils multimédia de formation et qui sont bien des outils pédagogiques, mais s'il n'y a pas d'encadrement, et pas uniquement une hotline informatique au bout, une hotline pédagogique, avec une modalité d'évaluation à quelque part et des travaux réalisés par le collaborateur, vous n'êtes pas dans le champ de la FPC. Ça, c'est une réalité qui est un peu appréhendée à géométrie variable en fonction des professionnels que nous sommes et des marchés. Et moi, j'attire vraiment votre attention là-dessus. C'est vrai que le décret qualité va faire que vous allez vous repencher sur le sujet. Et je pense que c'est salutaire parce qu'il faut arriver à se dire, à analyser précisément d'un point de vue juridique la nature des prestations que vous vendez. Alors après, me direz-vous, vous allez peut-être perdre des marchés parce qu'il y a plus cet effet d'annonce qui consistait peut-être à dire que votre offre était éligible potentiellement à des fonds mutualisés, que vous êtes organisme de formation déclaré, pas agréé. Arrêtez de dire que vous êtes des organismes de formation agréés. Vous êtes déclaré en tant qu'OF, vous n'êtes pas agréé. Je pense que vous avez... Voilà. C'est important de se refaire cette analyse-là parce qu'encore une fois,
Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une offre qui, pour partie, c'est bien de la formation, et peut-être que une partie d'entre elles, c'est davantage une offre de service. Vous mettez à disposition des outils multimédia qui permettent aux entreprises de former leurs collaborateurs, qui participent de l'investissement en formation d'entreprise, qui va permettre à vos clients de pouvoir valoriser cet investissement, notamment dans leur nouvelle base de données économiques et sociales, qu'ils ont désormais l'obligation de mettre en place et de rendre compte et de faire valoir auprès de leurs IRP. Donc tout ça fait système, donc il y a matière à valoriser votre offre, mais encore une fois, vous, en tant qu'OF, vous avez une responsabilité qui n'est quand même pas neutre, parce qu'encore une fois, vous êtes sur une activité qui, aujourd'hui, reste une activité réglementée. On aura peut-être une QPC un jour sur la question du fait de la suppression d'imputabilité fiscale des dépenses, mais ça, on n'en est pas là. Voilà. Je voudrais en rajouter encore. Juste en profiter pour citer que dans les ateliers qui suivent, Françoise Gérard Dufaux vient commenter le document sur la qualité qui a été produit par le Centre Info et qui est un document assez remarquable. Oui, je voudrais en rajouter sur ce que vient de dire Sabrina, parce que si vous imaginez un organisme de formation qui ne travaille que sur le plan de formation, et plutôt pour les grandes entreprises, il y a vraiment à se poser la question, est-ce qu'on a intérêt à rester déclaré organisme de formation, ce qui vous impose d'être déclaré, mais ce qui vous impose le bilan pédagogique et financier, ou est-ce que vous avez intérêt à ne plus l'être et à être un prestataire de service? Et c'est notamment vrai pour des structures très technologisées du point de vue de leur outil de formation. Alors, juste un dernier mot pour démystifier un peu le fait d'être ou pas déclaré et devoir ou pas faire un bilan pédagogique et financier. Il ne faut pas non plus en faire une montagne, mais quand même. Ça veut dire quoi d'être déclaré? Ça, c'est aussi simple que de créer une assoce loi 1901. En revanche, faire un bilan pédagogique et financier, notamment quand on fait des activités multiples, c'est-à-dire de la formation et puis autre chose, prestation de services, vente d'outils pédagogiques sans formation associée, ça suppose quand même qu'à minima, vous ayez une comptabilité analytique, avec la capacité de pouvoir suivre en produits et en charges ce qui se rattache directement à votre activité de formation. Ça paraît simple. C'est exactement ça qu'on vous demande de rendre compte dans votre bilan financier annuel. Et je peux vous dire qu'à 99%, quand on me communique les bilans pédagogiques et financiers, on est toujours à côté. Soit parce qu'on ne coche pas les bonnes cases, soit qu'on ne déclare pas tout à fait ce qu'on était censé déclarer. Voilà. Alors, encore une fois, tout le monde ne va pas être contrôlé demain. L'administration aussi fait œuvre de pédagogie et ne redresse pas systématiquement tout le monde. Voilà, il y a évidemment une appréciation qui est faite au cas par cas, in concreto, et aucune situation n'est égale à une autre. Mais j'en profitais pour attirer votre vigilance là-dessus. Se mettre dans les starting blocks pour la qualité, être référencé demain, c'est un beau défi et c'est un bel axe de développement stratégique pour vous. Profitez-en, vous avez le temps. Le 1er janvier 2017, c'est quand même pas demain. Profitez-en pour vous reposer cette question-là et accessoirement regardez un peu ce que vous faisiez au regard de votre bilan pédagogique et financier, justement. Est-ce qu'on a des questions? On a celle-là, Jean-Luc. Sur le délai, je voudrais dire un mot. Actuellement, le calendrier sur lequel travaille le CNEFOP, donc pour l'agrément des certifications qui permettront aux organismes d'être réputés de qualité, le cahier des charges à remplir, ça devrait être début de l'année 2016, et la première liste de structures de certification agréées, ça devrait être vers la fin du premier semestre. Ce qui d'ailleurs est tard, laissera peu de temps aux organismes non certifiés pour se faire certifier. En tout cas, ils auront du mal à tenir les délais s'ils veulent commencer en 2017. Et au-delà de ça, on est actuellement dans un contexte où les acteurs de la formation vont au-delà de la loi. On a beau dire que c'est pour 2017, en attendant, ça donne des excuses à tous les gens qui freinent pour dire on se met en une position d'attente. On attend d'y voir plus clair. Et actuellement, c'est vraiment un des problèmes qu'il y a au niveau du marché de la formation, c'est tous ces acteurs qui attendent. Et en mettant la sortie de la première liste
à la fin du premier semestre 2016, on amène à freiner le développement du marché. Oui, une question à Sabrina pour être sûr d'avoir bien compris éventuellement l'intérêt que peut représenter le fait d'abandonner, on va dire, la déclaration d'organisme de formation. Est-ce à dire que la prestation de service que l'on rend à une entreprise ne peut plus être considérée par l'entreprise comme une action de formation et donc ne permet pas à l'entreprise de répondre à ses obligations de formation de son personnel ? Alors, oui, tout à fait. Là, pour le coup, c'est important d'être très clair. Clairement, ça ne permettra pas à l'entreprise, notamment au cours des entretiens professionnels renforcés, désormais, tous les 6 ans, de devoir cocher la case au moins une action de formation, puisque la prestation qui sera réalisée, ce sera bien une prestation de service et pas une prestation de formation au sens L6313.1 et suivant du Code du travail, c'est-à-dire dans le champ de la FPC. Vous situez en dehors du champ de la FPC. En revanche, quand vous vendez un outil multimédia, un outil de formation, et sans prestation de formation associée, c'est peut-être l'entreprise qui l'achète, qui, elle, en interne, avec son service de formation, va mettre en place une action de formation interne. L'investissement que fait l'entreprise, c'est un investissement qui, désormais, peut clairement être valorisé par l'entreprise au titre de ses investissements formation, et qu'elle intègre dans sa base de données économique et sociale. De ce point de vue-là, le fait de ne plus avoir cette notion d'imputabilité fiscale, elle est assez vertueuse, parce que, me direz-vous, les entreprises n'ont peut-être pas besoin d'être incitées fiscalement à faire quelque chose qui, de toute façon, s'inscrit quand même un peu dans quelque chose qui est de près ou de loin l'exécution de bonne foi du contrat de travail côté employeur. Ça consiste à former les salariés au poste de travail d'aujourd'hui et à l'évolution des emplois dans l'entreprise de demain. Alors évidemment, pour une entreprise avec beaucoup d'effectifs, ça fait sens. Ce discours-là, il est un peu moins entendable pour des petites et moyennes entreprises qui, du coup, si on leur dit qu'il n'y a plus d'imputabilité fiscale, elles vont s'en tenir au strict minimum légal et donc à leur contribution unique qu'elles doivent verser à l'OPCA. Et elles n'iront pas bien au-delà. Ceci étant dit, ça ne nie pas le juge prud'homal. Donc c'est pas parce que j'ai versé le strict minimum légal, 0,55% de ma masse salariale pour les petites entreprises, que j'ai satisfait à mon obligation de former, qui elle s'apprécie diversement par le juge prud'homal. C'est du cas par cas, en fonction de chaque collaborateur qu'on a en face de nous, on va regarder si, à l'occasion d'un contentieux individuel, l'insuffisance professionnelle qui est plaidée par l'employeur, est-ce qu'elle est justifiée? C'est-à-dire que concrètement, est-ce que en face, on ne va pas vous rétorquer qu'en réalité, il n'y a pas d'insuffisance parce qu'il n'y a pas eu de formation réellement proposée par l'entreprise. Donc l'entreprise n'a pas donné les moyens aux collaborateurs de pouvoir s'adapter à son poste, voire même d'assurer son employabilité, notamment quand il a une ancienneté importante dans l'entreprise. Donc tout ça, si vous voulez, ce sont tout ça fait système. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'ailleurs de cette évolution du système français de la formation. On est effectivement passé d'une obligation de nature fiscale à une obligation de nature sociale. Pour en revenir à votre préoccupation et votre sujet, je tenais plutôt à attirer votre attention sur le fait de dire peut-être ne pas. Le sujet, c'est peut-être pas d'abandonner évidemment votre déclaration d'activité, c'est peut-être de faire un peu le ménage, d'en profiter pour regarder ce que vous déclariez jusqu'à présent dans ce foutu bilan pédagogique et financier, et pour bien vérifier et vous assurer que ce que vous y déclarez, c'est bien de la formation et c'est pas aussi autre chose que de la formation. C'est pas grave. C'est pas grave, docteur, si vous faites des actions qui ne sont pas strictement des actions de formation qui relèvent du champ et qui répondent aux conditions de fond et de forme du Code du travail. Ce qui est plus enquiquinant, c'est si vous considérez que vous êtes dedans et que vous les déclarez. Parce qu'encore une fois, en cas de contrôle de façon assez linéaire, après il y a les circonstances, l'effet d'espèce, etc. Mais enfin, vous avez franchi la ligne rouge. Donc j'en profite pour vous le redire parce que dans l'univers de la FOD, c'est encore plus subtil cette affaire-là. Parce que la frontière, elle est quand même pas parfaitement étanche entre ce qui relève de l'action de formation sans Code du travail et de ce qui n'en relève pas. Même si ça participe évidemment et complètement de la valorisation pédagogique et de ce que peuvent évidemment, de tous les outils qui permettent aux entreprises de pouvoir accompagner leurs collaborateurs. Et évidemment, en cela, tous ces outils multimédia font partie intégrante de l'univers des professionnels de la formation. Donc Alors,
Oui, une remarque et puis une question. C'est moi. Ah oui, voilà. Pardon. Mathilde Bourdin. Voilà, déjà une remarque. Alors sur le référencement sur la qualité, tant mieux. Ceci étant, je pense qu'on constate aussi certaines pratiques actuellement d'un jeu à trois qui se monte entre de très grandes entreprises, l'Europca et puis des organismes de formation où la logique de référencement se fait aussi sur un alignement du montant de la prise en charge de l'OPCA. En particulier, l'idée étant pour les grandes entreprises de flécher leurs salariés vers certains CPF qui les intéressent et d'aligner le montant du coût de la prestation sur le montant de la prise en charge de l'OPCA. Ce qui est un peu compliqué pour l'OF quand chaque OPCA a un montant de prise en charge différente. Donc ça, c'est des choses auxquelles on assiste actuellement. Moi, la vraie question que j'avais, c'est qu'on a une demande de certains OPCA qui consiste à dire, voilà, maintenant, sur des parcours qui sont susceptibles, par exemple, d'être pris en charge au titre de la professionnalisation, vous allez faire une évaluation amont et une évaluation aval. On paiera, quand on est donc en subrogation, on paiera 30% à la prise de commande, 30% à la réalisation de l'action et 30% si les compétences sont acquises. Ce qui me paraît une aberration du point de vue pédagogique, parce qu'évidemment, ça fausse complètement la notion de validation d'acquis, c'est-à-dire que si l'intérêt de l'OF est que tout le monde acquiert les connaissances, ça va vite se régler. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde va avoir 100% de réussite à la fin. L'exigence, c'est compétences évaluées ou compétences acquises? Enfin, on évalue à la fin. Alors, il y a un flou de vocabulaire d'une demande à l'autre, mais en gros, l'idée, c'est on évalue l'apprenant à la fin, et s'il a 100% de réussite, on paye ce qui reste à payer. Sinon, on ne paye pas. Mais ça, c'est une demande qui est faite de manière combinatoire par certains très grands OPCA actuellement. Le compte personnel de formation, et c'est vrai que dans cette réflexion que nous avons depuis tout à l'heure sur l'action de formation, ce temps d'évaluation vient un petit peu en résonance avec la question de l'évaluation qui existe dans les processus de certification. Et on comprend peut-être, c'est peut-être une des explications qui aboutit à ce que certains financeurs se disent, mais après tout, c'est le résultat de l'évaluation qui est important, et après tout, j'achète une prestation de formation pour que les stagiaires atteignent un certain niveau, et c'est à la charge du prestataire de faire en sorte que ce niveau soit atteint. Tout le monde le sait quand même, une action de formation, c'est une prestation qu'on construit. Donc, je crois qu'il y a quand même des arguments à faire valoir aux financeurs, mais c'est vrai que si dans le processus, l'amont est pris en compte et le positionnement du stagiaire est prévu, on peut peut-être se demander si dans le contrat que vous avez signé, vous n'êtes pas engagé à une sorte de garantie de résultat. Et là, j'aimerais lire la convention en question, j'aimerais lire vos engagements, parce que c'est naturellement au cœur de cette convention que se niche vos obligations. Ce n'est pas la loi, c'est un contrat entre deux parties que ça vaut. À moins de transgresser les principes généraux du droit, mais là, c'est vous qui garantissez un service. Vous mettez au niveau que vous voulez, et peut-être que vous, sans le savoir, sans faire attention, vous étiez engagé à ce niveau de résultat. Mais je ne sais pas ce qu'en pense Sabrina, avocate. Qu'est-ce qu'elle plaiderait dans ce cas-là? Relisez bien peut-être le contrat de prestation de service que vous avez signé avec l'OPCA. Ce qui est certain, c'est que si un jour, il y avait un projet de texte qui viendrait imposer une obligation de résultat aux prestataires de formation que vous êtes, on ira tous manifester dans la rue, j'espère bien. Donc effectivement, je suis assez surprise. Je suis assez surprise et autant vous dire que c'est un peu une bombe à retardement, parce que si demain on demande aux prestataires de formation une obligation de résultat sur les connaissances acquises, autant vous dire que ça peut faire des dommages collatéraux assez terribles en droit du travail. Pourquoi du point de vue du travailliste? Alors c'est vrai que je fais des passerelles entre le droit de la formation et le droit du travail, mais c'est ma déformation professionnelle. Je pense que c'est assez terrible aussi parce que du coup, si on en vient à transposer et à glisser gentiment d'une obligation de former à une obligation de certifier du côté des employeurs, je ne sais pas si vous imaginez dans quel paradoxe on plonge les employeurs, parce qu'ils vont peut-être se retrouver demain du coup, si on tendait vers cette obligation de certifier, on n'y est pas du tout encore, fort heureusement. Une obligation de certifier voudrait dire quoi?
Qu'est-ce qui fait l'employeur si demain, à l'occasion de cette mise en place de l'obligation de certifier tous ses collaborateurs, dire qu'ils sont bien compétents et aptes à tenir leur poste, qu'est-ce qu'on fait de ces éventuels collaborateurs qui n'ont pas passé le permis et qui ne sont pas déclarés aptes à tenir le poste? On est mal. On est mal et l'employeur est très mal, mais le salarié aussi, il est très mal. Donc, si vous voulez, cette obsession de certains de vouloir impérativement tendre vers une obligation de résultat, ce dogme de la certification, je suis un peu provocatrice aussi, mais c'est vrai que la réforme et ces certifications est un petit peu quand même dans le... Il y a un petit peu des effets de mode, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une focale très importante qui a été introduite par la loi du 5 mars 2014 sur la place accordée à la certification en tant que telle, le processus de certification, indépendamment des moyens pour y arriver, la formation, mais la VAE aussi, ça en est un autre. Ça repose question, je vous le dis aussi parce qu'il y a dans un certain nombre de secteurs d'activité des projets de texte induits d'ailleurs par des directives européennes où on voit poindre des obligations non plus de former, mais de vérifier les connaissances, de vérifier les compétences. Donc des obligations, quelque part, qui vont probablement évoluer vers des obligations de certifier les personnes. Et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus exigeant et ça a des impacts induits assez forts, notamment du point de vue du droit du travail. Si je comprends bien, on n'a pas fait le tour du sujet. Sans parler des effets sur la sélection à l'entrée. Parce qu'évidemment... Alors je pense qu'on va arrêter là nos travaux sur cette actualité de la formation. Merci Sabrina, Jacques et Jean-Philippe d'avoir été à notre disposition. Merci de votre attention.